Bienvenue dans le 7e épisode de Sur les routes de la sociologie, consacré à un long entretien avec Laurence Houlfera. Cette sociologue est spécialisée dans l'évaluation des politiques publiques territoriales. Elle est également ingénieure territoriale. Laurence est passée par le laboratoire Printemps où elle a rencontré un certain Pierre Tripier. L'épisode est une occasion de lui rendre hommage. Elle reviendra aussi sur son parcours à l'université et dans les institutions publiques d'Île-de-France. Dans cet épisode, elle décryptera ce parcours à partir des héritiers de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Alors justement, je ne sais jamais comment me présenter et je ne sais jamais comment m'appeler. C'est toujours le problème du genre de profil un peu mélangé. Par exemple, sur mon profil LinkedIn, je mets que je suis sociologue spécialisée dans l'évaluation des politiques publiques environnementales et que je suis ingénieure territoriale. Dans l'article de 2008, je mettais que j'étais sociologue territoriale. Je m'étais inventé ce titre-là, en fait, comme ça. À l'ADEME, j'étais sociologue et économiste. Sinon, la plupart du temps, j'étais plutôt quand même pas sociologue du tout dans mes titres et plutôt évaluatrice ou chargée d'évaluation de politique publique. Il y en a qui se présentent comme consultant sociologue ou bien sociologue, sociologie appliquée. Enfin bon, voilà, il y a tout un tas de façons de présenter les choses. Et tout ça pour dire que un peu le fil rouge de mon parcours, c'est d'être toujours à cheval entre deux identités professionnelles, entre la sociologie d'une part, et qui permet pas toujours de s'insérer professionnellement de manière optimale, par les temps qui courent encore moins, je dirais. Et puis donc un autre métier, mais qui est aussi un métier de niche, donc c'est pas toujours plus aidant, mais finalement avec les deux, j'ai réussi à m'en sortir, qui est l'évaluation des politiques publiques, qui est moi que je perçois comme une forme de sociologie appliquée, de recherche appliquée à un secteur particulier et qui est l'action publique. Et donc avec un côté très finalisé de la recherche, très opérationnel et beaucoup moins académique. En fait, c'est un peu le fil rouge de mon parcours, c'est le côté hybride de toute ma trajectoire que j'ai conscientisé assez rapidement. Parce que je voulais m'insérer professionnellement hors du monde académique, c'était un projet. Enfin, je voulais pas forcément rester dans le monde académique. Je m'y voyais pas plus que ça, mais je voulais quand même rester un pied dans la sociologie et rester sociologue. J'étais profondément marquée, mais on en parlera plus tard dans d'autres questions, par ma socialisation initiale en sociologie. Donc je voulais pas abandonner ça et j'ai donc essayé de tenir les deux bouts pendant toute ma trajectoire et ça a pas été facile. Je l'ai surtout entretenu d'un point de vue personnel, parce que j'ai pas toujours pu vraiment faire de la sociologie. Quelquefois on n'a pas trop le choix en fait. On est on n'est pas très libre en entreprise. C'est très hiérarchique et on doit obéir. La plupart du temps, on n'a pas beaucoup de latitude dans les administrations publiques, pas plus que dans les entreprises privées. Et finalement, aujourd'hui, à 51 ans, je peux dire que je suis complètement accomplie, beaucoup plus accomplie, et que j'ai réussi à joindre les deux bouts dans mon poste actuel, que j'occupe depuis 1 an. Où là j'ai vraiment une mission qui est double, qui est à la fois une mission recherche à part entière et à la fois une mission d'évaluation de politique publique à part entière. Mais c'est la première fois que j'ai cette possibilité-là, et parce que j'ai créé mon poste sur mesure en fait. C'est moi qui ai créé quasiment le besoin et surtout qu'il est formulé ainsi, et si bien que là on vient de créer un petit service dans mon entreprise actuelle qui est dans la rénovation énergétique
des bâtiments publics, mais j'en parlerai plus tard. Et c'est marrant parce que le pôle, le service dans lequel je suis, on vient de lui trouver un nom, il s'appelle Recherche, Évaluation de politique publique et Analyse de données. Et donc il y a les deux termes, recherche et évaluation, donc c'est finalement une belle suite des choses et un bel aboutissement pour moi quelque part, parce que le plus souvent j'ai fait de la sociologie un peu cachée, un peu masquée, sans vraiment en faire. Alors ne parlons même pas de sociologie critique, là c'est même pas la peine, hein. Mais rien que de faire un peu de sociologie, c'est déjà souvent être trop intellectuel, trop dans la théorie, trop académique. Mais pour retracer globalement mon parcours, ce que je peux dire, c'est que j'ai d'abord mené un doctorat de sociologie avec un cursus très lambda, enfin assez banal en sociologie, pas pluridisciplinaire, mais vraiment sociologique. J'ai ensuite conduit aussi de nombreuses recherches contractuelles en parallèle de mes études, hein, en étant payée à l'époque. Et puis aussi, j'ai eu une expérience de 5 années d'enseignement en tant que ATUR notamment. Et je me suis ensuite spécialisée depuis, je dirais une vingtaine d'années dans l'évaluation des politiques publiques. D'abord dans d'importantes collectivités territoriales d'Île-de-France au niveau de la région, du département, puis ensuite au service de la transition énergétique à l'ADEME également, comme votre précédente interview. Et enfin, aujourd'hui, dans une délégation de services publics sur la rénovation énergétique, dans une sorte de syndicat d'énergie qui s'appelle la FNCCR. Et ça, c'est un peu le deuxième fil rouge de mon parcours, hein, outre le côté hybride, c'est le fait que j'ai pu embrasser un grand nombre de sujets et que je n'ai jamais été enfermée dans un sujet, que j'ai été assez éclectique. Finalement, je me suis jamais spécialisée puisque j'ai travaillé sur le social, la culture et l'éducatif, l'innovation, le développement économique et en passant par les secteurs techniques également, ce que je fais aujourd'hui de plus en plus. Et en valorisant une vision assez panoramique de l'action publique, assez globale. Donc j'ai beaucoup navigué entre les mondes, ce qui me donne un certain recul sur tous les univers. En fait, j'ai traversé plein de mondes professionnels qui m'ont marqué. Hein, dans tout ce qui est département, on était beaucoup dans le social. Et puis ensuite, plus dans le développement économique. Donc, je suis passée finalement des plus défavorisés et du département dans le 93 le plus démuni de France. J'ai basculé du côté des dominants et des grosses entreprises à qui on donnait des aides à l'innovation pour qu'elles restent en France et qu'elles ne délocalisent pas et qu'elles produisent normalement de l'emploi, de la richesse, etc. Donc, c'était pas le même type d'aide des deux côtés. Et puis les secteurs techniques et puis tout ce qui est transition environnementale. Donc voilà, et j'ai débuté ma carrière dans la fonction publique territoriale, ce qui était un peu plus courant autrefois. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, comme il y a de moins en moins de postes, c'est plus compliqué. Mais donc moi, je suis ingénieure territoriale. Et puis dans deux grosses collectivités, et puis maintenant je suis depuis à peu près 10 ans dans des grosses agences de l'État avec justement cette hybridation public-privé, à l'ADEME qui était donc l'agence pour la transition environnementale, qui était un EPIC, un établissement public industriel et commercial, donc avec un statut de droit privé mais des missions de service public. Et puis dans ma drôle d'entreprise actuelle, qui est une entreprise de statut privé aussi, mais qui exerce un service public d'aide et de conseil pour les collectivités territoriales à la rénovation énergétique des bâtiments publics. Donc, je travaille dans l'énergie
dans l'énergie et les travaux, le bâtiment, mais en termes plutôt d'accompagnement, d'ingénierie pour les collectivités qui n'ont pas les moyens finalement de se payer des postes de gestion de l'énergie, de gestionnaire de l'énergie, ou des assistances à maîtrise d'ouvrage, ou des maîtrises d'œuvre, ou des études, des diagnostics énergétiques. En fait, on les outille, on les accompagne pour préparer leurs travaux de rénovation énergétique aujourd'hui chez Acté. On finance pas la phase travaux parce que ça, c'est le fonds vert dans mon entreprise actuelle, mais on les équipe en amont des travaux en fait, grâce non pas à de l'argent vraiment public, parce que d'argent public, il n'y en a plus, comme on le sait, et notamment le fonds vert qui permettait aux collectivités de rénover leurs bâtiments publics. Il a fondu là récemment avec les derniers budgets. Et donc moi, je suis payée par les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Donc par de l'argent des grands pollueurs en quelque sorte, qui se rachètent une conscience quelque part en étant obligés de reverser de l'argent pour faire des actions vertueuses au niveau de l'environnement, qui est un mécanisme de marché très, très intéressant d'ailleurs d'un point de vue sociologique dans l'action environnementale, mais là où il y a encore des financements donc qui vont du privé et qui sont réorientés vers les territoires. Voilà un peu le tour d'horizon très global de mon parcours. Je voudrais revenir un petit peu en arrière sur votre socialisation. On voudrait forcément savoir un peu plus sur qu'est-ce qui vous a conduit en fait à faire de la sociologie. Vous avez dit que vous aviez un parcours ordinaire en fait, académique. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que vous êtes venu à faire de la sociologie? Et vous avez aussi mentionné votre poste d'ingénieur territorial. Est-ce que là aussi, du coup, vous avez suivi une formation à l'issue de la sociologie, ou en fait vous êtes formé après avoir réussi un concours de la fonction publique? Oui, tout à fait. Bon, c'est un peu le troisième fil rouge finalement de mon parcours. Je disais le côté hybride, recherche et évaluation, le côté panoramique très vaste, non spécialisé. Et le troisième fil rouge, c'est un peu le côté hasardeux de mon parcours, qui n'a pas été tellement un projet ni un plan de carrière. J'ai un peu navigué en fait en fonction des opportunités, des chances, de ce qui se passait, et finalement ça fait un parcours assez cohérent. Mais alors sur le moment, justement, j'ai tout choisi un peu par intérêt personnel. En fait, j'ai jamais été stratège, donc mon parcours n'a jamais été un parcours stratège. Et ça n'a pas été un choix délibéré. La trajectoire, ça n'a pas été un choix plus que ça de travailler dans la fonction publique territoriale. C'était plus un choix une opportunité d'insertion professionnelle, vous voyez. Et la sociologie, c'est pareil. C'était une découverte, une curiosité en terminale. Comme j'ai fait un bac littéraire, j'ai fait un bac de philosophie au lycée La Bruyère à Versailles. Et on avait une prof de philo qui était quand même très très chouette et qui nous a ouvert à la sociologie avec le suicide de Durkheim. J'ai trouvé ça incroyable. Cette corrélation entre le suicide et le lien social, je me suis dit mais c'est fou quand même. C'est fou, cet Émile Durkheim là, quand il parlait du ciment social, du lien social, la religion comme ciment social, ça m'a hyper interpellée, ça m'a tout de suite passionnée. Mais je n'avais aucun projet professionnel à l'époque. Dans des bouquins, dans le bouquin Les Héritiers, les étudiants à la culture de Pierre Bourdieu, parce que j'affectais un certain dilettantisme en fait de ces profils un peu héritiers, c'est-à-dire de milieux plutôt bourgeois, petite bourgeoisie, mais qui avaient quand même un capital culturel et qui finalement refaisaient de la reproduction sociale sans le savoir, en utilisant un peu la gratuité du rapport au savoir pour
pour gouverner sa vie, et donc ça m'intéresse, je vais aller là, mais sans aucune vision de est-ce que ça va me donner un métier, quels sont les débouchés. À l'époque, je pense aussi que moi je suis donc de la génération du tournant du XXe siècle, et de la dernière décennie du XXe siècle, et tournant XXe siècle, XXIe siècle. Donc j'ai fait mes études supérieures dans les années 90, à l'époque où on commençait à entendre parler sérieusement de chômage, mais bon, déjà l'université était beaucoup moins discréditée qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'entendait pas les sciences sociales, les sciences humaines, c'est des filières poubelles, pas trop. C'était pas dévalorisé. Et puis, on se posait beaucoup moins la question de utilitariste des diplômes. Alors, peut-être dans mon milieu, mais je pense pas, parce qu'il y avait plein de gens comme moi à l'université. Et donc, c'était un rapport plutôt désintéressé au savoir, hein, comme on disait en sociologie de l'école, qui permettait quelque part plus facilement la réussite que quand on est hyper stressé, et qui permettait la réussite parce qu'il y avait une espèce de un espèce de naturel finalement qui masquait des inégalités sociales, puisque c'était ça le but du livre de Bourdieu, c'était dans les années 60 de montrer la reproduction sociale dans la culture, dans l'éducation, dans la reproduction sociale qui passait par l'éducation et la culture dans le contexte des études supérieures, et il montrait Bourdieu l'influence de l'origine sociale sur les trajectoires scolaires et étudiantes, et l'importance aussi d'avoir les codes de l'université, de baigner déjà dans une culture légitime pour y arriver scolairement. Et c'est vrai que moi, je me suis complètement reconnue dans ce bouquin de sociologie, ce qui fait que j'ai vécu des années universitaires relativement chouettes, en fait. J'ai beaucoup adoré, et pour tout vous dire, c'est ma mère qui a vu que j'aimais bien la sociologie, qui allait se renseigner et qui m'a inscrite en sociologie, mais je connaissais pas plus que ça. Donc le rôle des parents, là encore. Et aux grandes dames de mon père, qui voulait que je fasse des études d'ingénieur, qui voulait que je fasse des grandes écoles, des choses un peu plus de haut niveau. Mais moi, à l'époque, c'est pour vous dire que j'étais pas du tout stratège, parce que j'avais un rapport plutôt dilettante et de curiosité à la discipline, et que moi j'étais passionnée d'équitation, et je voulais être monitrice d'équitation. Et donc la seule chose qui m'intéressait, c'était d'avoir assez de temps pour faire du cheval, pour monter à cheval, et pour pouvoir exercer ce métier-là plus tard. Et donc je me suis dit, je vais faire la fac. Alors que suite à mon bac littéraire, comme j'avais une bonne mention et des félicitations du jury, j'avais été reçue par le président du jury, qui m'avait dit: il faut absolument, madame, que vous fassiez une prépa. Une prépa littéraire, Cagne, Hippocagne. Et moi, j'avais dit: non, moi, ça m'intéresse pas, je vais être monitrice d'équitation, donc pas intéressée. Donc voilà, c'était un peu. Maintenant, je me dis, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Ce qui fait que j'ai vécu des superbes années universitaires, parce que, alors, pour l'anecdote, j'étais à l'université de Versailles 50 ans en Yvelines, donc je suis rentrée, je sais pas, en 93, un truc comme ça, 1992, 93, et on était une trentaine. C'était la première année de sociologie de l'université de 50 ans en Yvelines, le premier diplôme. Donc on a essuyé les plâtres, mais en même temps c'était absolument extraordinaire. Les relations qu'on a eues avec nos enseignants, c'était génial, quoi. On était dans un bain de sociologie tout le temps. On les voyait en dehors. On faisait des après-midi parfois où on allait dîner chez les uns, chez les autres avec les enseignants aussi. Donc il y a eu vraiment une acculturation à la sociologie par un frottement avec les enseignants. On était beaucoup moins séparés à l'époque, parce qu'on était les premiers un petit peu, hein. Donc c'était des relations assez exceptionnelles. Et d'ailleurs j'ai gardé encore aujourd'hui les relations avec mes anciens enseignants de sociologie.
et dont un est décédé malheureusement cette semaine et dont je vais à l'enterrement demain, Pierre Trépied, qui était un enseignant qu'on appréciait beaucoup, qui était justement à cheval entre le monde professionnel et le monde universitaire, qui était très pionnier dans les réflexions sur la professionnalisation de la sociologie, parce que lui-même était ingénieur avant. Et c'était un grand bonhomme de la sociologie qui avait fondé à l'époque le laboratoire Printemps, qui a été fondé en 1995, je crois, il me semble, ou peut-être après, ou peut-être plus tard, mais non, je crois que c'est ça, 1995, le laboratoire Printemps de l'université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, qui existe toujours, et avec Alain Chenu, Catherine Rollet, Sylvie Vilter, Claude Dubar, et puis plein d'autres encore qui ont marqué vraiment la sociologie. Et moi, c'est des études qui m'ont beaucoup marqué également parce que c'était très quanti-quali. Et pour l'époque, c'était souvent les études de sociologie étaient plutôt un peu ethnographiques, anthropologiques. Et là, c'était un des premiers diplômes à vraiment insister sur le quantitatif, justement en réfléchissant à l'insertion des étudiants par la suite. Donc voilà un petit peu sur le pourquoi du comment. Et voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, pour l'anecdote aussi, j'ai poursuivi ma passion en parallèle, ma passion des chevaux en parallèle. Et je suis très contente quelque part d'avoir eu le temps de le faire en faisant durant de longues années et durant même ma thèse, jusqu'à ma thèse, des contrats de recherche pour le monde hippique. Donc j'ai renoncé en fait en licence. J'ai renoncé à faire un métier dans le cheval, justement aussi par une prise de conscience sans doute sociologique des rapports de domination et du fait que en étant finalement palefrenier, en étant au service de la bourgeoisie et en nettoyant les crottins des chevaux, je serais hyper dominée socialement, mal payée, exploitée, mal considérée. J'ai compris qu'il valait mieux être client que d'être dans ce milieu et de travailler dans ce milieu qui est très ingrat. Là, vraiment, on est dans le sale travail et mal considéré, très mal payé, très précaire. Et donc, à peu près en licence, troisième année, j'ai basculé, j'ai décidé de faire plutôt de la sociologie, mon métier, et avec tout de suite l'idée, par contre, très rapidement, l'idée que j'allais poursuivre des études jusqu'à la thèse. Pour moi, c'était comme une évidence, en fait, que j'allais pas m'arrêter parce que c'était facile pour moi, parce que j'adorais, je me posais aucune question d'une autre orientation professionnelle. C'était la recherche, j'adorais ça. Et donc, je disais ça, oui. Donc en licence, je dis bon, allez, j'arrête, je serai pas dans le métier du cheval. En plus, je m'étais fait bien exploiter. J'ai travaillé les week-ends, les vacances. Je me suis bien fait exploiter. Là, j'ai bien compris ce qui allait m'arriver si je continuais. Donc ça m'a bien calmée. Je suis redescendue sur terre et là, j'ai fait j'ai continué. Donc j'ai fait une thèse sur un sujet et j'ai continué à faire des contrats de recherche pour le monde hippique. Donc ce qui m'a un peu porté préjudice parce qu'en fait ça me prenait beaucoup de temps. C'est comme si j'avais fait 2 thèses en une et je travaillais avec une petite équipe de recherche du CNRS avec Jean-Pierre Dicard à l'époque qui était spécialiste de la domestication animale. Et Catherine Touré-Malène, qui maintenant est prof de sociologie, spécialisée aussi dans le sport et l'équitation. On faisait un petit trio de choc et on a fait nos premiers contrats pour les RA nationaux et le CNRS sur la filière équestre. Et ce qui m'avait valu à l'époque, en même temps que ma thèse, de gagner un prix de sociologie. C'était le prix jeune auteur. Je pense que ça existe toujours, le prix jeune auteur de la revue Sociologie du travail pour un article sur les lads jockeys et sur le monde des courses et sur le paternalisme dans le monde des courses et les problèmes de recrutement des lads jockeys, donc en sociologie des professions et en sociologie du travail. Et puis donc j'avais poursuivi et après, comme c'était un milieu quand même un peu difficile et que j'allais un peu trop fouiller dans le milieu, j'ai eu des petits soucis et j'ai pas pu continuer à travailler dans le monde des courses. Parce que il fallait pas trop aller. Un jour, on m'a dit
parce que j'ai expliqué ce que c'était la sociologie, la science et tout ça, et on m'a dit, en fait, la vérité, nous, ça nous intéresse pas trop dans le monde des courses, donc il faut pas trop aller fouiller. Mais c'était une expérience passionnante. Donc voilà, encore une fois, une espèce de double vie dans la recherche aussi, à courir 50 lièvres à la fois. Donc j'ai mis beaucoup de temps à faire ma thèse, ça je peux le dire, maintenant je n'en ai plus honte. J'ai mis 7 ans à faire ma thèse à cause de ça, des petits contrats qu'il faut faire à côté. Voilà. Vous avez dit que finalement la carrière académique ne vous intéressait pas vraiment. Est-ce que vous pourriez revenir sur quand même les liens que vous avez pu garder avec le milieu académique et notamment via peut-être la revue Sociologie pratique? Et pour finir sur la question aussi de pourquoi j'ai arrêté à travailler sur la filière hippique, parce que c'est important d'un point de vue insertion professionnelle aussi de voir que quelquefois nos sujets de prédilection, c'est stratégiquement ils sont pas très bons pour l'insertion professionnelle, et donc j'ai dû abandonner ce sujet-là, pour une double raison. D'une part, parce que j'ai eu un petit peu des démêlés avec le monde hippique, parce que j'avais fait un témoignage sur un centre de formation d'apprentis. J'avais fait un témoignage dans le cadre d'un procès, donc il se passait des choses quand même un peu bizarres sur un terrain où j'avais fait de l'observation. Et j'avais dit ce que j'avais observé. J'avais écrit un courrier, donc après, c'était plus possible d'aller dans ce milieu-là, tout simplement. Intéressant. Et puis, un témoignage objectif qui mangeait pas de pain, mais c'était déjà trop. Et puis d'autre part, je me rappelle très bien mon directeur de thèse et puis même mon jury de thèse à l'époque, c'était Stéphane Beau. Stéphane Beau et Michel Pialou qui avaient écrit sur la condition ouvrière et qui m'avaient dit non mais c'est pas possible Laurence, vous pouvez pas travailler sur des sujets comme ça trop légers, le sport, les loisirs, vous aurez du mal à trouver du travail avec ces sujets-là. Il vaut mieux travailler sur des sujets plus durs, sur des sujets de société et sur à l'époque on travaillait beaucoup sur la question des classes. Aujourd'hui on travaille plus tellement sur la question des classes, mais à l'époque, la question des classes sociales, du monde ouvrier, de la domination sociale, des inégalités sociales, c'était très très important, de la ville, des quartiers populaires. Il fallait travailler là-dessus pour être crédible professionnellement. Et donc, je les ai écoutés et je pense qu'ils avaient raison. Je pense réellement que j'aurais eu des soucis à me faire si j'étais restée sur ce qui m'intéressait, les loisirs. J'avais fait mon DEA sur les clubs de vacances. Donc encore un tout autre sujet, mais sur le rêve, le rêve des clubs med et tout ça. Donc voilà, c'est en parlant d'insertion, c'est important de redire ça. Et par rapport au lien avec le milieu universitaire, donc ça faisait partie de ma stratégie non stratégique finalement, de me dire que comme j'aimais ce milieu-là, même si je le quittais, j'avais envie d'entretenir mon regard sociologique. En fait, j'avais envie d'entretenir cette vision du monde, ces grilles d'interprétation du monde qui sont un peu décalées d'avec le sens commun, d'avec le commun des mortels, qui permettent de garder une vigilance sociale de chaque instant, qui permettent de garder un esprit critique. Et je me disais que ça pouvait servir dans le monde du travail aussi, et qu'on pouvait peut-être avoir un rôle intellectuel et cognitif dans des univers plus professionnalisés. Donc j'ai voulu toujours garder un pied en me disant peut-être que à un moment j'y retournerai. Alors mon directeur de thèse Jean-Pierre Terrel m'avait dit non mais Laurence, jamais tu pourras, si tu quittes le monde académique, tu fais sans doute un peu une erreur, parce que je connais très peu de gens qui ont pu rebasculer une fois qu'ils étaient dans le monde plus professionnel. Dans le monde académique, ça ne se fait pas, c'est très rare, et donc tu le quitteras définitivement. Alors fais attention de faire ça. Et il avait raison, mais il y en a quelques-uns qui sont revenus après coup, mais je dois dire, je les connais, ils étaient extrêmement brillants déjà, et ça n'a pas été toujours des trajectoires faciles. Mais bon, tout ça pour dire que en fait, la formation de sociologue, je crois que c'est aussi une question qui vient un petit peu après, on en reparlera peut-être après, a créé chez moi des dispositions, une acculturation. Il y avait vraiment une socialisation très très forte universitaire
qui continue d'irriguer ma façon de travailler dans un autre domaine qui n'est plus la sociologie universitaire pure et dure, mais le regard sociologique, pour moi, j'ai été vraiment gravée, marquée au fer rouge par le regard sociologique, donc cet état d'esprit particulier, cette grille de lecture et d'interprétation du monde, de la société, de la citoyenneté, des situations personnelles comme des situations professionnelles. Finalement, c'est un peu un système culturel total au sens de qui irrigue vos pratiques, vos manières d'être, vos manières de penser. La sociologie, pour moi, c'est un peu une vraie conversion de toute une identité. Et donc pour moi, c'était important de garder cette identité de sociologue, même si je quittais le monde académique. Et ce que je dis toujours aux étudiants quand j'interviens, quand je fais des petites conférences comme ça sur différents sujets, que j'explique mon parcours, je leur dis toujours que ce regard s'entretient, le regard sociologique s'entretient dans le monde professionnel, parce que sinon on le perd. On le perd quand on est noyé dans une autre façon de penser, plus ordinaire, plus marquée par l'urgence, par l'action immédiate, et souvent par l'absence de réflexion. Et c'est pour ça que j'ai gardé le lien avec le monde universitaire, le lien avec le monde académique. Alors d'abord, je suis encore, je crois, plus ou moins membre associé au laboratoire Printemps très longtemps. Je continue à venir au séminaire, je continue à être invitée quand il y avait aussi des colloques, à représenter un peu parfois aussi le monde hors les murs académiques. Et puis les séminaires, je continue à être dans les réseaux, surtout de sociologie appliquée, de sociologie professionnelle, parce qu'il y a des réseaux comme la PSE, par exemple, l'association des professionnels de sociologie en entreprise, quelque chose comme ça. Donc il y a des petits réseaux qui persistent, et j'étais là-dedans, et surtout dans la revue Sociologie pratique, effectivement, où j'ai passé 10 ans jusqu'à il n'y a pas longtemps, de 2011 à 2021 à peu près, je suis restée à Sociologie pratique, et là ça a été vraiment une expérience très très importante d'immersion, justement dans cette hybridation entre des académiques purs et durs, et puis plus des praticiens de la sociologie, et avec ce très difficile équilibre entre les deux mondes. Et on était toujours sur la tangente, toujours en ligne de crête. On avait toujours ce problème de comment faire écrire des gens qui sont plus sociologues, qui n'ont plus les codes d'écriture de la sociologie. On n'arrivait pas forcément à les faire écrire. J'ai moi-même cette difficulté-là aujourd'hui, que je me suis éloignée. C'était pas facile. Et comment aussi intéresser des non-sociologues par des écrits de sociologie, grâce à des articles qui étaient pas trop longs, qui faisaient 25 000 signes et qui étaient très empiriques, qui étaient pas trop théoriques, qui étaient pas des débats théoriques, mais qui essayaient d'éclairer le monde avec des concepts sociologiques accessibles à tous. Donc voilà, en fait, tout du long, comme ça, j'ai pu garder ce lien et participer un peu à toutes les réflexions, la réflexivité sur les métiers de sociologue hors du milieu académique, écrire des petites choses à droite à gauche, faire des petites conférences. J'en faisais beaucoup à l'époque, moi maintenant moins, beaucoup moins. J'ai fait d'autres choix, et j'ai un peu lâché ces dernières années. Et puis j'ai continué à enseigner aussi. Ça, c'était un autre moyen de garder le lien avec le monde académique. C'était des enseignements. Alors je vous dis, j'ai enseigné pendant 5 ans des bons volumes horaires, et puis après c'était juste me faire plaisir, faire quelques petits cours comme ça, 3-4 heures par-ci, dans beaucoup d'universités. Donc là aussi j'ai encore navigué pas mal comme vacataire, en fait, et pour transmettre quelque chose aux étudiants et transmettre un métier qui est l'évaluation des politiques publiques, et montrer le lien entre la sociologie et l'évaluation des politiques, d'un point de vue aussi un peu critique, d'être un peu réaliste sur les limites, et justement de pas trop enchanter l'exercice de la sociologie dans des milieux qui peuvent être assez hostiles finalement à la figure de l'intellectuel critique. Vous avez dit à l'instant que
les mondes dans lesquels vous travaillez, où vous avez travaillé, sont pas forcément favorables à la sociologie, même vous avez employé le mot hostile. Du coup, comment vous avez fait pour vous insérer professionnellement, pour trouver des emplois dans notamment le domaine de l'expertise des politiques publiques? En fait, dans l'action publique, il n'existe pas ce milieu de sociologue. En fait, c'est juste une discipline universitaire, mais des postes de sociologue, il y en a très, très peu. Il y en avait dans des grandes institutions comme EDF, La Poste, la SNCF, mais il y en a France Télécom, il y en a plus forcément beaucoup d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui ont disparu, beaucoup de pôles qui ont disparu. Dans le nucléaire aussi, dans la sûreté nucléaire, il y a un pôle de sociologues. Donc finalement, j'ai eu une opportunité d'emploi dans une collectivité. Hein, c'est venu un peu par hasard, comme tout mon cursus par un coup de chance. Et ce poste avait quand même une petite connotation sociologique. Donc c'est pour ça que j'ai pu l'avoir, mais très vite par la conjoncture des choses, en fait, par l'état du monde et puis le glissement un peu vers la raison économique, le marché, l'entreprise comme modèle prédominant, même dans l'action publique, avec le nouveau management public et l'idée qu'il faut que l'action publique fonctionne comme une entreprise. La place du savoir quand même dans l'action publique était assez ténue et ne s'est pas arrangée avec le temps. Et donc j'ai trouvé quelque part à me recaser entre guillemets dans cette discipline naissante qui était l'évaluation des politiques publiques, qui est née en France dans les années aussi 90-2000, hein, qui s'est professionnalisée plutôt dans les années au milieu des années 2000, 2005, grâce beaucoup aux régions qui ont commencé à faire l'évaluation des politiques publiques. Mais voilà, c'est plus j'ai suivi le mouvement en fait, et on m'a fait comprendre dans mon premier poste que peut-être si je voulais rester, il fallait que je me réoriente un peu et que j'aille moins vers la sociologie et plus vers ce qui était un peu l'avenir, avec cette forme de sociologie plus appliquée, de recherche plus appliquée, qui serait plus directement utile parce que on paye pas des gens pour connaître. En fait, ça c'est le domaine de l'université, mais en poste, en collectivité, il faut avoir un emploi plus utile. Donc ça a été un bon moyen pour moi de rallier les deux bouts. Et sur le côté hostile, bon, j'ai eu la chance quand même d'être toujours dans des services un peu plus ou moins d'études statistiques, où on faisait pas de la sociologie pour elle-même, mais où la sociologie était quand même toujours assez bien reconnue, sans qu'on sache vraiment ce que c'était non plus. Mais où il fallait toujours montrer patte blanche et montrer le côté opérationnel. En fait, le côté opérationnel, directement appliqué, préconisation, recommandation, il fallait toujours être dans l'action. Donc il faut se mettre dans ce moule-là. Alors moi j'essayais de plaider pour une utilité cognitive aussi, de dire rien que de déplacer la manière de voir les choses, ça c'est déjà quelque chose d'utile, et c'est pas forcément solutionner des problèmes directement, mais c'est transformer le regard, transformer les comportements. Bon, ça passe plus ou moins, mais ça peut passer. Et hostile, c'est vrai que à la région Île-de-France, je me rappelle quand je suis arrivée à la région Île-de-France, mon supérieur hiérarchique m'a dit: mais en fait, t'es trop universitaire, trop sociologue. Là, il faut que tu changes ta manière de travailler. Faut que tu serves autrement. Et c'est trop compliqué ce que tu racontes. Ils vont pas comprendre les choses. Donc change ton langage, change ta manière de travailler. Donc là, ça a été quand même un petit peu un électrochoc. Et il a fallu que je transforme un peu les choses. Mais malgré tout, j'ai l'impression d'avoir toujours gardé le cap et d'avoir toujours gardé, ne serait-ce que dans mon attitude vis-à-vis du travail, cette double casquette. Alors en avançant plus ou moins masqué, mais toujours de garder une sorte de distance au rôle et de toujours utiliser la sociologie aussi pour envisager mon travail autrement. Essayer, comme on avait vu un colloque justement sur la professionnalisation, à la fois d'être un peu rusé
et de se faire un peu plaisir, de faire un peu de la sociologie, mais sans le dire et sans le montrer, et en utilisant les bons mots pour pas paraître trop critique, mais glisser un peu des messages sociologiques et puis donner à réfléchir, intellectualiser un peu les situations, ce qui pouvait plaire aussi, hein, se dire bah oui, on n'avait pas pensé à ça. Donc j'étais toujours un peu le poil à gratter dans tout mon parcours, qui posait des questions auxquelles on n'avait pas pensé, qui soulevait un peu les lièvres, qui mettait un pas de côté. Donc ça, je pense que ça fait partie des compétences qu'on acquiert en sociologie, qu'il faut entretenir, qu'il faut garder pour pas le perdre, pour pas tomber dans le mainstream et dans une espèce de ce que moi j'appellerais docilité administrative où on réfléchit plus. Hein, si on est vraiment, c'est un peu un système servile, l'administration. Il y a un moment où du coup, ça tue un peu la créativité quand on n'a plus d'esprit critique. Donc garder cette attitude, y compris dans son propre rapport au travail, même si on travaille plus que dans la sociologie. Et puis donc j'ai toujours eu un sens critique, y compris vis-à-vis de son travail, vis-à-vis de soi-même, toujours relativiser, faire un peu de la socio-analyse. Mais ça a été un moyen aussi de sauver ma peau, parce que quelque part c'est ça aussi, comment survivre dans des mondes qui sont pas faits pour vous. Hein, je pense qu'on peut dire ça, où on n'a pas vraiment sa place. Et d'ailleurs dans tous les services où j'étais, j'ai toujours été un peu un électron libre, qui devait construire mon poste, construire ma légitimité de manière plus ou moins aisée et plus ou moins réussie, hein, d'ailleurs, mais avec beaucoup de questions aussi qu'on se pose, parce que quand on est, je sais pas, quand on est ingénieur, ou quand on est gestionnaire d'aide publique, on se pose pas la question sur sa raison d'être, ce pourquoi on est là, alors que quand on se revendique sociologue, ou chargé d'études, ou chargé d'évaluation, etc. Là, il faut toujours faire la preuve qu'on apporte quelque chose, et faire la preuve. Et il n'y a jamais de demande non plus. Donc il faut trouver le besoin, il faut créer le besoin, faut quitte à reformuler les choses. Ouais, donc voilà. Et moi, j'ai pas vraiment passé les concours, j'ai passé des examens professionnels, parce que c'est toujours une question d'opportunité et de fenêtre historique, grâce à la loi Sauvadet, qui était sous Sarkozy. Sous Nicolas Sarkozy, il avait fait ça pour titulariser. Il avait fait la dernière vague en 2014, la dernière grande vague de titularisation des agents publics précaires, puisque moi je suis rentrée dans la fonction publique, non pas par la grande voie des concours, mais j'étais en CDD en fait. J'ai été titularisée sur le tard. Donc j'ai pas le parcours non plus classique de ce côté-là, d'avoir fait les concours, etc. Et normalement, j'aurais dû être attachée territoriale. Quand on est sociologue, quand on a fait des études, c'est pas des études d'ingénieur, et seuls les ingénieurs peuvent être ingénieurs territoriales. Donc là, c'est un concours de circonstances, et puis le fait d'être tombée sur une chef à l'époque, lors de mon premier poste au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, qui m'a donné ma chance et qui m'a poussée et qui m'a aidée et qui m'a dit il vaut mieux qu'on mette ton CDD sur un poste d'ingénieur territorial, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Puis moi, évidemment, j'avais 30 ans, je dis ben non, mais moi je m'en fous, c'est mon premier poste, je suis déjà tellement contente. Mettez-moi sur la grille d'attaché territorial, parce qu'il y a différents statuts dans la fonction publique, puis après on n'en sort plus, hein, c'est des filières différentes. La voie royale, c'est la voie ingénieur territorial, et la voie pour les cadres A, attaché territorial, c'était moins prestigieux. Et donc, elle a bataillé auprès du directeur général à l'époque du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. C'était Jocelyne Caillot. C'est une dame exemplaire à laquelle je rends hommage, qui était communiste à l'époque, enfin qui était dans la sphère plutôt des élus communistes. Elle a été adjointe au maire de Nantes. Donc, vous voyez, toute une histoire révolue, hein, la ceinture rouge, etc., les banlieues rouges du 93. J'ai connu ce monde-là. C'est hallucinant comme on a basculé dans un autre monde depuis. Et donc, elle avait à cœur, du fait de ses valeurs, de m'aider un maximum pour mon avenir futur. Et effectivement, 6-7 ans après, quand il y a eu cette grande loi de titularisation,
j'ai fait jouer le fait que j'étais en CDD, en contractuel, sur un poste d'ingénieur, et que donc j'ai fait mes recherches aussi, hein, je me suis pas laissée faire parce qu'on m'aurait plutôt mis sur la filière attachée, mais je me suis battue aussi pour passer le concours, l'examen. Je vais pas parler de concours, l'examen professionnel. Donc dans la filière ingénieur, et donc je suis revenue en stage pendant 6 mois au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, alors que j'étais à la région Île-de-France, pour faire un stage dans un secteur technique, pour pouvoir avoir mon diplôme d'ingénieur territorial. Et alors là, j'ai adoré, ça a été une révélation, parce que c'est rare quand même quand on est sociologue, on va pas tellement dans le secteur technique, on est plutôt dans la culture, dans l'éducation, dans le social. Et là, j'étais à la voirie au déplacement. Et là, je me suis littéralement éclatée à faire la sociologie de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, des relations entre les services, d'une opération de voirie. J'avais étudié toute une opération de voirie, et puis j'avais utilisé les outils de l'évaluation des politiques publiques ex post, donc après coup, dans l'évaluation d'une opération d'un rond-point. L'évaluation de la construction d'un rond-point, parce qu'ils avaient une problématique, c'est qu'ils faisaient beaucoup d'études préalables avant travaux, mais rien après. Il n'y a jamais d'évaluation dans le secteur des travaux, des bâtiments, des techniques, etc. Et donc voilà comment je suis devenue ingénieure territoriale. Donc c'est marrant les hasards de la vie, et ces gens, ces personnes qui vous fournissent un étayage, que vous rencontrez sur votre route, et puis qui vous soutiennent, qui vous aident, et finalement qui orientent votre destinée d'un côté ou de l'autre. Et c'est vrai que depuis, j'ai pu capitaliser sur ce statut d'ingénieur territorial et m'orienter plutôt vers des secteurs techniques, que ce soit même à la région Île-de-France, où j'étais beaucoup plus dans la recherche, dans l'innovation et dans le développement économique, dans les aides aux entreprises, qui est déjà un secteur assez technique. À l'ADEME, où c'était hyper technique aussi, puisque c'était tout ce qui était technologie verte pour la transition écologique, assez pointu. Et puis là encore à nouveau chez Acté, où on est dans le bâtiment et la rénovation énergétique, et où j'ai travaillé donc beaucoup, très souvent avec des ingénieurs sur des questions très techniques. Comment est-ce qu'on fait de la sociologie dans un secteur technique? Faire de la sociologie, c'est avant même de faire de la théorie sociologique. C'est cette manière de penser, cet état d'esprit particulier, cette grille de lecture. Et pour moi, le regard sociologique, donc ça, c'est déjà une manière pour moi d'exercer la sociologie en entreprise. C'est ce regard particulier sur le monde, qui est fait à la fois de prise de recul, et de distanciation avec tout ce qui semble aller de soi. Donc tout ce qu'on apprend dans les premières années de sociologie, aujourd'hui, c'est gravé là, et souvent, je me le rappelle, et quelquefois même, je crois que je vais relire des manuels de sociologie ou des articles de sociologie que j'ai étudiés il y a très longtemps pour être sûr d'être bien ancré dans cette formation universitaire. Donc se méfier des évidences, se méfier des idées préconçues, des idées reçues, retourner les choses, ne pas être dupe des lieux communs, et déconstruire la réalité sociale pour savoir ce qui se passe vraiment au-delà des apparences. Et ça, je dirais que dans n'importe quel métier, en fait, on peut aller creuser et essayer de comprendre ce qui se passe derrière les évidences du quotidien au travail. Donc poser des questions, réinterroger, déconstruire, analyser les décisions, analyser les process aussi, les process de travail, tous ces process en entreprise qui sont plus ou moins formalisés d'ailleurs, hein, parfois qui sont juste dans les esprits et qui se perdent quand il y a du turnover. Hein. Ça, c'est vraiment la question de la transmission des savoirs en entreprise. C'est crucial, et on y est exposé quand on est en entreprise, notamment dans les process de travail. Donc moi, très souvent, en fait, j'ai eu un rôle un peu à part de réfléchir des process de travail qui n'étaient pas de mon domaine. Hein. Moi, j'étais plutôt dans le côté études, mais du coup, à chaque fois, j'avais une espèce de rétroaction dans mes postes sur des process de travail, notamment quand j'étais dans des services opérationnels de guichets d'aide aux entreprises. Par exemple, tout ce qui est indicateurs
repenser les indicateurs et repenser les process métiers, souvent autour de la récolte des informations et de la récolte de la donnée des systèmes d'information. Bon, mais c'est un long détour, mais ce regard, je trouve qu'il sert à plein de choses. Et s'il faut garder quelque chose de ces années de sociologie, c'est ça. Chercher aussi à comprendre les mécanismes sociaux. Et c'est ce que je fais en évaluation des politiques publiques, parce que en évaluation, on essaye non seulement de quantifier, de compter les effets de l'action publique, mais on essaye aussi de comprendre la chaîne causale qui a mené à ces effets, à ces résultats, et de décortiquer des mécanismes d'action publique avec des objectifs et qui vont des objectifs, des réalisations jusqu'aux effets, aux résultats et aux impacts, et comment on en arrive là, ou comment finalement une politique publique n'atteint pas sa cible et pourquoi. Donc c'est la même chose, c'est ce regard analytique et ce regard critique qui sont très importants d'un point de vue professionnel. Et je vous le disais aussi tout à l'heure, c'est aussi une ressource de réflexivité pour analyser sa propre pratique professionnelle. Donc, il faut pas forcément avoir une vision un peu comme adéquation formation-emploi, quoi. C'est pas parce que j'ai une formation de sociologue que dans mon emploi, ça va être forcément d'être un sociologue et de faire de l'étude sociologique, mais il y a d'autres manières d'utiliser son habitus de sociologue. Moi, je parle vraiment d'habitus. Pour moi, on est dans des dispositions qui sont incorporées, qui font partie de moi-même. Tellement j'ai aimé la sociologie et tellement ça a été une révélation pour moi. Et donc, ça peut permettre aussi, exercer la sociologie, ça peut être aussi de prendre du recul vis-à-vis d'un vécu professionnel, de situations difficiles, ou jouer des médiateurs dans des crises professionnelles, essayer justement de s'extraire un peu de la mêlée, et puis de faire passer un peu un autre message sur ce qui se passe, enfin dans des situations de harcèlement. J'ai vécu des situations comme ça, très difficiles, de tensions professionnelles énormes, et j'arrivais toujours un peu à m'abstraire, à être en recul et à être parfois un petit peu le juge de paix qui était objective. Donc voilà, cet entraînement aussi à l'objectivité, à l'objectivation des choses, ça peut aussi délester un peu de la tension parfois dans les entreprises, et je dirais même que alors non, mais c'était plus une autre question, mais j'y reviendrai après sur les compétences, en quoi ça peut devenir des compétences aussi personnelles, la sociologie. Mais là, on était plus en termes de compétences professionnelles. Sur un secteur technique, au contraire, c'est vachement plus facile sur un secteur technique, je vous dirais, parce que c'est peu investigué par la sociologie, donc il y a tout à faire. Et je vous donnais l'exemple de la voirie et des déplacements, où il y avait tellement peu de sciences humaines et sociales que c'était assez facile de transposer des concepts, donc notamment de l'évaluation des politiques publiques, des politiques sociales, éducatives, etc., dans ce secteur-là, parce que c'était en friche, c'était complètement nouveau. Et j'avais fait aussi un travail que j'avais beaucoup restitué, au moins 4 ou 5 fois quand j'étais partie à toute la direction technique, sur des identités professionnelles. Et en fait, ça les dépayse, les ingénieurs, les techniciens, pour peu qu'on arrive à les intéresser, ce qui est difficile, et je suis pas forcément la plus douée pour ça, je pense. C'était assez facile d'avoir une vision SHS finalement de ces secteurs techniques. Et encore plus, là, je l'ai découvert dans la rénovation énergétique. J'ai découvert qu'il y avait tout un milieu universitaire, tout petit, hein, c'est une niche, sur sciences. Il y a même eu un colloque l'année dernière à l'école des mines. Donc c'est plutôt l'école des mines, justement, Science and Technological Studies, c'est plutôt sciences et technologies, sciences de l'ingénieur, qui sont sur ces terrains-là plus techniques. Donc il y a un petit microcosme de chercheurs qui appliquent les sciences humaines et sociales avec un beau corpus de textes scientifiques à ces secteurs-là, avec toute une littérature et un vaste champ d'application, d'autant plus que on s'aperçoit que dans les milieux techniques, en fait, si dans les milieux techniques et opérationnels, si on apporte
une expertise purement technique, ça va se heurter à des problèmes humains, à des dynamiques humaines, des dynamiques sociales et surtout des dynamiques organisationnelles. Donc on va avoir besoin à un moment de parler gouvernance, on va avoir besoin de parler de sociologie des organisations, on va avoir besoin de parler de sociologie aussi de l'action publique, parce que nous, par exemple, c'est la rénovation des bâtiments publics, mais dans un contexte de collectivité territoriale, donc avec toute le contexte professionnel et politique d'une collectivité, des élus, des agents, des services qui se parlent pas, des services qui sont trop en silo, qui sont trop spécialisés. Donc on va retomber justement sur les sciences humaines avec des batailles parfois entre des sciences plutôt sociologiques, donc des sciences plutôt du contexte, comprendre la décentralisation, comprendre les contraintes globales, ou comprendre les jeux d'acteurs en sociologie des organisations, comprendre des choses plus structurelles et plus systémiques. Et on va être parfois un petit peu en bisbille avec des sciences plus comportementales et de la psychologie sociale, les sciences du comportement, où on va regarder plutôt ce qui se passe au niveau des biais cognitifs des individus lorsqu'ils prennent des décisions et comment faire du changement de comportement et de l'adaptation au changement, en particulier dans le secteur de la transition écologique, qui est finalement un secteur très technique, avec des énergies renouvelables, des flux, des questions énergétiques et d'innovation techno, mais aussi des questions plutôt éthiques et des questions de sobriété, de décroissance, de philosophie, de valeurs. Donc finalement, le secteur technique, je dirais que c'est un super terrain de jeu pour des sociologues. Au contraire. Alors peut-être on peut enchaîner sur les compétences et les savoir-faire, plutôt que de revenir sur votre parcours de façon détaillée, parce que ça risque d'être un petit peu long. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les compétences qui vous ont été utiles dans votre parcours? Et peut-être de façon transversale ou de façon progressive dans le temps, nous expliquer un peu comment elles ont évolué, ces compétences? D'abord, pour tout ce qui est compétences études, parce que mon premier poste au département de la Seine-Saint-Denis, c'était un poste un peu de conseiller en sociologie de la présidence du département. Donc c'était purement sociologique et mon travail consistait plutôt à faire un peu de la vulgarisation sociologique pour le président du département sur des questions sociales qui concernaient son département. C'était en 2005, c'était au moment des violences urbaines en plus de 2005, donc il y avait beaucoup de remue-ménage sur les cités et les problèmes de révolte populaire, de révolte sociale. Donc une première compétence, en fait, à l'époque il y avait pas tout le numérique. Donc c'est moi-même, je produisais une lettre de vulgarisation en sciences sociales que j'avais appelée la missive en sciences sociales, où je choisissais moi-même les sujets, je faisais des comptes rendus d'ouvrages, des choses comme ça, des choses qui seraient invraisemblables aujourd'hui parce que maintenant il y a toute la matière. Mais tout ça, c'était vraiment une compétence purement universitaire. Et puis on faisait des études, en fait, très souvent. Il y a beaucoup d'endroits, par exemple quand on est consultant, où on fait des études où on peut se servir à la fois d'un savoir théorique, des concepts pour éclairer un peu les phénomènes qu'on étudie en termes d'études, même s'il y a pas toujours beaucoup de demandes, mais on peut quand même utiliser ça. Et puis surtout, je dirais, les compétences principales, ce sont les méthodes. Les méthodes des sciences sociales, on peut dire que, d'ailleurs, c'est souvent la seule chose qu'on retient. On retient pas tellement le regard sociologique, finalement, de ce que je vous disais tout à l'heure de la professionnalité de sociologue. Parce que souvent il est perçu comme trop critique, et là on a vu beaucoup d'attaques sur le côté critique de la sociologie, qui serait une critique de l'ordre établi, du pouvoir dominant, et donc toute cette veine de la critique des islamo-gauchistes dans l'université. C'est des choses que moi j'ai pas connues à l'époque, mais que aujourd'hui je pense que c'est encore plus difficile de faire de la critique. Parce que c'est plus du savoir. En fait, aujourd'hui, on vous taxe d'être connoté idéologiquement.
la sociologie bourdieusienne n'a plus du tout la cote, quoi. Et donc, ce qui est moins conflictuel, je dirais, et qui est plus consensuel et plus politiquement correct, c'est de dire bon, bah, je suis sociologue parce que j'applique les méthodes de la recherche en sciences sociales qui ont aujourd'hui une très forte légitimité dans les cabinets de conseil, dans les cabinets de consultants. Et en évaluation des politiques publiques, on peut dire vraiment l'évaluation des politiques, elle se fonde sur les méthodes des sciences sociales. Et ça m'a énormément servi pour conduire des évaluations de politique publique ou pour piloter, parce que la plupart du temps, moi j'étais en donneur d'ordre, en fait, en commanditaire interne aux institutions. Donc c'est moi qui pilotais les études, je les faisais pas forcément moi-même. Je les challengeais, je construisais l'objet, je construisais le cahier des charges, mais j'étais vraiment évaluateur, sociologue interne. Aussi, il m'a semblé à un moment donné que vous expliquiez que votre façon de travailler avait été transformée. Alors, je ne sais plus dans quelle mesure ni à quel moment vous nous avez dit ça, mais du coup, je m'interrogeais sur cet aspect-là. Quand même, le côté sociologue s'atténue, hein, faut pas se cacher. Tout à l'heure, je disais, il faut enrichir son regard, il faut tout le temps le challenger, le nourrir, mais il s'atténue aussi au fil des années, hein. Moi, j'ai quand même quelques dizaines d'années de carrière et aujourd'hui, je dirais pas, je suis pleinement sociologue comme un sociologue universitaire. Donc, les compétences, elles migrent un petit peu. Et plus vers l'opérationnel, elles sont plus subtiles, elles sont plus utilisées dans des choses opérationnelles où on essaie de réfléchir, bon, qu'est-ce qu'on peut produire, justement dans ces systèmes d'indicateurs, par exemple. Et je vous donne un exemple. Tiens, on cherchait des exemples tout à l'heure. Essayer de promouvoir des indicateurs qualitatifs et des méthodes d'enquête et puis surtout des analyses qualitatives et pas seulement quantitatives, parce qu'avec le nouveau management public, le pilotage par la performance, par les indicateurs, et puis la mode du reporting partout par les chiffres, ce qui ne s'évalue pas de façon métrique n'a pas de valeur. Dans le public, dans le secteur public comme dans le business finalement, puisque c'est le modèle du business qui a contaminé tous les secteurs. Et donc pouvoir redire mais non, mais on peut aussi trouver d'autres indicateurs avec d'autres critères plus qualitatifs, ou des ordres de grandeur ou des intensités, et pas seulement des métriques. Ça, pour moi, ça fait partie du travail du sociologue, et notamment en expliquant les choses, en expliquant comment se produisent les effets. Il faudrait que je sois plus concrète, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a permis en fait de faire des évaluations plus intéressantes que si je faisais des évaluations purement par indicateur, mais d'essayer de comprendre un peu les rouages de l'aide, les rouages des aides à l'innovation, et notamment pour la transition écologique, comment on essaie de résoudre des énigmes, par exemple des énigmes de résultats d'évaluation qui sont un peu mitigés, comment on les explique, et notamment la transition écologique, l'innovation dans la transition écologique. On avait montré que les projets d'aide à l'innovation, je sais pas, des éoliennes ou tout ce qui est recyclage, tout ce qui est industrie verte, en fait, on avait des très bons projets en termes d'innovation, mais on avait des difficultés après d'industrialiser, à mettre sur le marché, à trouver des débouchés. Et donc, quelque part, la transformation écologique par l'offre et par le financement de projets d'innovation ne permettait pas de massifier des grands changements d'échelle dans l'industrie, parce que ça restait un peu des premières, quoi. Ça restait un peu des prototypes, mais après il n'y avait pas de marché, et souvent les boîtes elles s'effondraient parce que c'était pas industrialisé, etc. Donc essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Pour moi là, c'est de la sociologie. Il y a un premier exercice d'évaluation qui permet de quantifier. Pourquoi on n'arrive pas à créer de l'activité économique verte forcément à travers ces aides de l'État. Et un deuxième pas plus sociologique était d'expliquer
pourquoi en fait ça ne débouchait pas sur ce qui était attendu. Et donc l'évaluation, c'est aussi ça, montrer pourquoi l'aide ne produit pas forcément les effets attendus, mais peut produire par contre d'autres effets différents aussi, des effets cachés, tout ça c'est plus de la sociologie, et des effets un peu contre-intuitifs souvent. Tout à l'heure, vous disiez que le métier d'évaluateur était né dans les années 90-2000. Du coup, je me demandais, c'est un métier qui est fait par qui, à part les sociologues? Je dirais qu'il y a plus beaucoup de sociologues qui exercent ce métier même, hein, et qu'il y a eu pas mal de littérature là-dessus, sur des questions de concurrence en fait entre les disciplines pour investir ce marché professionnel, et que les sociologues étaient plutôt bien placés, mais quelque part ils n'ont pas voulu se pervertir par le marché quelque part, et puisque je vous ai expliqué qu'on pouvait pas être très très critique si on faisait de l'évaluation des politiques publiques, parce que c'est d'abord un exercice politique, et c'est d'abord un exercice de publicité aussi politique, pour les hommes politiques, montrer qu'ils font bien leur métier, de résoudre les problèmes de la société, et donc c'est pas mal instrumentalisé de nature. Voilà, je disais que les sociologues avaient pas trop investi le terrain pour rester purs en fait, et ne pas se vendre au pouvoir politique, hein, ce qui est tout à fait louable. Mais du coup, c'est une discipline, c'est une pratique professionnelle, l'évaluation de politique publique, qui n'a jamais été complètement institutionnalisée, en tout cas qui n'a pas qui n'est pas une discipline universitaire, hein, ça n'existe pas. Il n'y a pas de recherche en évaluation de politique publique. Quelque part, il y a des masters de sociologie qui ont une dominante évaluation, mais vous allez avoir aussi des masters d'économie, ou des masters plutôt action publique, sciences politiques en fait. Vous aurez plus à la limite de politistes, de sciences politiques qui vont faire ce métier-là, et beaucoup d'économistes. Alors, en vrai, ceux qui ont vraiment gagné la partie, ce sont les économistes, avec tout le courant d'Esther Duflo et des évaluations randomisées, expérimentales, où vous prenez deux cohortes, une avec l'aide, une sans aide, et vous allez comparer l'effet, toutes choses par ailleurs, d'un traitement, et donc beaucoup développer ces approches-là dans la lutte contre la pauvreté, et dans des actions publiques assez ciblées, assez simples, pour voir directement un effet. Donc il y a un article très intéressant là-dessus, sur justement la concurrence entre sociologues et économistes dans ce champ des évaluations randomisées expérimentales, qui a été écrit par Jules Simha dans la revue Sociologie pratique. Je me demande si c'est pas numéro 36 ou numéro 37, puisque nous avions fait 2 numéros, c'est numéro 37 et 38, c'est vieux tout ça, sur la question de la commande et de la demande de sociologie, qui sont absolument passionnants, sur qu'est-ce qu'on attend finalement d'un sociologue dans d'autres univers que le monde académique. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez créé vous-même votre poste actuel, que vous aviez créé le besoin. Je me demandais d'une part comment vous aviez créé votre poste sur mesure. Enfin, qu'est-ce qui vous y a amené? Comment est-ce que ça a pu être possible? Et peut-être nous parler un peu plus aussi de la dimension recherche qui vous tient à cœur dans ce poste. Oui. Oui, c'était encore une rencontre, hein. C'était comme mon poste à l'ADEME, hein. Mon poste à l'ADEME d'ailleurs, c'était aussi une rencontre grâce au réseau, lors d'un atelier dans un groupe de travail de l'association de la Société française de l'évaluation des politiques publiques. Donc c'est important aussi d'être dans les réseaux professionnels. On avait un groupe de travail avec à l'époque Isabelle Sagné sur l'évaluation et Virginie Berest de Quadrant Conseil sur l'évaluation des aides aux entreprises et du développement économique, qui n'est pas un secteur facile à évaluer.
Et donc c'est grâce à ce groupe de travail que j'ai eu mon poste à l'ADEME par interrelation, par interconnaissance. Et ensuite, autant mes premiers postes c'était vraiment par petite annonce, le poste après la thèse, j'avais répondu à des petites annonces, et le poste au Conseil régional d'Île-de-France aussi. Et là, en fin de carrière, milieu fin de carrière, parce que vu qu'il va falloir qu'on travaille très 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 longtemps, j'ai pas fini. C'est plutôt par relation et dans des réseaux professionnels. Et là, c'est pareil, c'est un collègue de l'ADEME qui partait donc dans mon emploi actuel et qui a parlé de moi au directeur de la société où je suis en disant ce serait intéressant d'avoir un profil comme ça qui nous permette de faire de l'évaluation des politiques publiques pour notre programme d'aide aux collectivités territoriales et qui en plus pourrait monter un programme de recherche à côté. Et là effectivement je fais pleinement les deux, c'est-à-dire que je travaille à l'évaluation de ce programme d'action publique qui est extrêmement complexe, enfin très riche parce qu'il y a des aides matérielles, mais il y a aussi tout un tas d'accompagnements, il y a des formations, il y a des postes, enfin c'est assez rare. On a fait justement l'arbre des conséquences comme exercice du programme acté et c'est très très dense et très fourni, toutes les actions qui sont faites pour pousser les collectivités à passer à l'action de rénovation et à finalement accomplir les directives européennes et les exigences de l'État en la matière. Donc il y a matière à faire et il y a matière justement à utiliser une certaine analyse, une certaine finesse d'analyse pour produire une étude consistante d'effets et d'effets diffus, c'est-à-dire pas seulement d'effets d'aide financière, mais aussi d'effets d'aide plus diffuses et nous des effets qu'on appellerait intermédiaires, qui sont par exemple plus sociaux, comme des effets d'entraînement, des effets de montée en compétences des collectivités, des effets de diffusion d'une culture de la rénovation, des effets d'apprentissage collectif, toutes ces choses un peu plus subtiles. Eh bien, être sociologue là pour la peine permet d'aller les chercher et de faire quelque part une évaluation. Moi, j'appellerais ça une évaluation de plus haut niveau, et c'est ce qu'on avait fait aussi à l'ADEME. On avait essayé de faire une évaluation plus fouillée, plus qualitative et un peu plus universitaire, parce que les évaluations de politique publique sont souvent très marquées par une vision de consultant. Donc sans savoir théorique à l'appui. Et nous, ce qu'on essaye de faire en évaluation, c'est donc de faire plus de qualitatif et aussi d'étayer théoriquement nos propos en se basant toujours sur des revues de littérature, sur des savoirs. Et donc moi, j'avais travaillé beaucoup sur l'évaluation du programme d'investissement d'avenir, et c'était une évaluation qu'on faisait pour la Commission européenne, qui était a priori très désincarnée, mais dans laquelle est très très technique et très économique et puis très juridique, puisque c'était sur les aides les aides d'État qui sont interdites par les réglementations européennes qui interdisent de disrupter la concurrence et qui interdisent les aides publiques de l'État, sauf sous certaines conditions. Et donc là, pour la peine, il y avait besoin de tout un savoir, aussi d'économistes, mais de sociologues sur ce que c'est que l'innovation, ce que c'est que l'environnement, ce que c'est que l'évaluation d'un impact environnemental, comment on y arrive ou comment justement on n'y arrive pas, et qu'est-ce que c'est que d'évaluer des effets, par exemple, de très long terme. On peut pas y arriver juste avec des équations. En fait, il faut réfléchir au contexte, réfléchir à des causalités multiples. Par exemple, quand on vous dit tiens, je fais une aide aux entreprises et mon impact final, ça va être de créer des emplois, de réduire l'impact environnemental, de créer de la croissance. Par quel cheminement causal on passe pour arriver là, ou justement pour ne pas y arriver? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'alignement des planètes entre par exemple les conditions économiques et les conditions environnementales
qui peuvent être en contradiction parce que plus un projet d'innovation est vert quelque part, plus la technologie qui va en sortir va coûter cher, puisqu'il y aura un surcoût dû à la version écologique d'une techno qui polluante coûte moins cher. Et donc là, on a quelque chose qui entre en choc. Et si on laisse le marché réguler et faire la transition écologique, il le fera pas parce que ce sera une technologie polluante sera toujours moins chère qu'une technologie non polluante. Donc aller expliquer tout ça à des décideurs, et puis aussi pourquoi ça crée pas forcément d'emplois, ou pourquoi ces politiques-là, elles vont créer plutôt des emplois très qualifiés qui sont des emplois d'ingénieurs au niveau de la R&D, mais pas forcément des emplois de production, parce qu'après la production, elle va se faire ailleurs, ou ça va capoter, etc. Bon, toutes ces là, j'espère que j'incarne un peu plus pour comment cette vision-là peut rentrer en jeu. Et pareil, dans la rénovation, je voulais expliquer aussi un peu tout à l'heure, montrer les freins comportementaux, humains, et derrière trouver aussi des leviers, parce que si on montre, alors ça c'est un peu le risque de la sociologie, c'est pour ça que moi j'essaye d'être très pluridisciplinaire et de m'ouvrir à des sciences plus comportementales, parce qu'il y a aussi des lois psychologiques, n'en déplaise aux sociologues, il y a des mécanismes qui sont chez tout un chacun et qui bloquent la transition, et qu'on peut-être un peu déverrouiller en faisant très attention de pas être dans des choses psychologisantes. Mais à l'inverse, il faut pas être trop sociologisant, parce que si on est trop sociologisant, on n'a plus de prise non plus sur l'action, puisque on va toujours démontrer que c'est des problèmes structurels, des problèmes d'inégalité sociale. Donc moi je dis, la sociologie, elle a parfois des limites. Elle est explicative, mais pour le passage à l'action, elle peut être problématique. Donc il faut des approches pluridisciplinaires. Et là, c'est le côté scientifique aussi qui apporte ces approches pluridisciplinaires. Et ce que je disais aussi, donc, c'est qu'il faut aller au-delà du regard consulting pour l'évaluation des politiques publiques. Et là-dessus, moi, j'ai beaucoup travaillé avec ce cabinet de consultants Quadrant Conseil, notamment, Virginie Berès, et aussi Thomas Delahaye qui intervient beaucoup dans des colloques où il essaye de marier justement toujours recherche et évaluation de politique, et de montrer comment l'évaluation des politiques doit s'arrimer sur des savoirs théoriques, sur un corpus de connaissances théoriques, pour être moins bête en fait, parce que parfois c'est un peu bête et un peu banal, et on enfonce des portes ouvertes. Donc ça, c'est pour tout le côté évaluateur que j'exerce donc là, en essayant d'évaluer ce programme acté avec toute une équipe plutôt de data manager, data analyst. Donc moi je suis pas au cœur du service. Moi je vais dérouler la méthode générale, le cadre de l'évaluation, les référentiels méthodologiques de l'évaluation, mais derrière, on a une équipe qui réfléchit aux indicateurs, à la production de la donnée, à faire des bilans chiffrés, voilà, donc on travaille tous ensemble dans ce nouveau pôle, parce que je suis dans une start-up qui existe depuis très peu de temps, je sais pas, 5 ans, qui s'est beaucoup développée, et donc tout est à créer. C'est ça qui est passionnant, et c'est pour ça que mon poste était à créer aussi, puisque c'est un collègue de l'ADEME qui, sachant que mon détachement à l'ADEME se terminait, qui m'a dit ce serait intéressant que tu viennes rencontrer les directeurs, parce qu'on aurait éventuellement besoin d'un profil comme le tien, mais il va falloir que tu crées aussi ce que tu peux leur proposer. Donc on a tissé comme ça une relation où d'abord je les ai plutôt conseillés sur comment ils pourraient évaluer leur programme, et puis finalement après j'ai compris qu'il y avait moyen de participer moi-même à cette évaluation. Et donc il y a tout ce côté évaluation indicateur, et la deuxième partie de mon poste, c'est pour ça que je disais que là aujourd'hui je suis à 50-50, ce qui était jamais arrivé, parce que la plupart du temps quand même j'étais plutôt sur de l'évaluation pure et dure, où la sociologie avait peu de place. Ce sera un volet beaucoup plus recherche. D'ailleurs, j'ai mon collègue à côté qui arrive, qui est thésard, et donc on a embauché chez Acté un doctorant en thèse avec cette mission de recherche sur les vagues de chaleur dans les écoles, et la question de confort d'été
qui est aussi éminemment organisationnelle et sociale et humaine, de comment on va adapter nos écoles à des températures qui sont inhumaines à l'avenir. Donc la question du réchauffement climatique, elle est éminemment une question de sciences humaines et sociales. Donc il y a ce volet programme de thèse. Alors là, pour l'instant, c'est Amaury Fiévez qui fait une thèse chez nous en tant qu'ingénieur. Voilà, on le voit, il est là. Et puis aussi, on finance un petit programme de 10 thèses CIFRE en collectivité territoriale, puisque depuis, je dirais à peu près 5-10 ans, les thèses CIFRE ne se font plus exclusivement en entreprise, mais aussi en collectivité. Mais les collectivités ont peu les moyens de payer le complément de salaire de la NRT. Et donc, nous, on abonde les salaires des doctorants pour permettre de les recruter. Donc c'est vraiment et c'est un dispositif qu'on a créé de toutes pièces avec, je dois les citer quand même, un partenariat avec le dispositif 1000 doctorants pour les territoires, qui est un dispositif d'accompagnement en test CIFRE pour les territoires, mais dans tous les domaines. Nous, on va être que sur la rénovation énergétique. Donc, on a une dizaine de thèses qui débutent là, et ben on a créé tout. On a créé un appel à projet, des jurys, on a analysé les dossiers, et je dois aussi créer le cadre contractuel. Alors ça, c'était pas mon métier, mais en fait, il faut le savoir quand on a fait des études de sociologie. Après, faut avoir d'autres cordes à son arc et d'autres compétences, et on les apprend. Alors, du quanti, c'est toujours très utile. Plus on est quanti, mieux c'est. Moi, je dirais à tous les étudiants, faites du quanti, des indicateurs, de la data, du système d'info. Moi, j'ai appris sur le tas un petit peu, mais je suis pas fortiche comme les jeunes qui arrivent, qui sortent de master, data analyst, etc. Et puis, donc pas seulement les données, mais aussi, je vous disais, tous les process aussi. C'est très important, les process, les méthodes, la qualité, les services qualité. Et puis aussi, savoir produire un cadre contractuel pour les aides, comment on fait une convention. Moi, j'ai écrit plein de conventions justement de partenariat de recherche, parce que j'aimais beaucoup faire ça dans tous les postes où je suis passée. À chaque fois, je faisais des partenariats avec des universités. C'était aussi un moyen de garder un pied dans la recherche. Là, on fait des conventions de collaboration de recherche dans le cadre des CIFRE, en mettant en réseau des collectivités employeurs, ou des syndicats d'énergie, ou des parcs naturels régionaux, ou des associations locales de scientifiques, avec des milieux universitaires, avec je sais pas, l'école des mines, enfin partout dans toute la France, l'école des mines, l'université Clermont-Auvergne, avec la ville de Brest, avec la ville de Marseille. Donc on crée comme ça des partenariats de recherche dans le cadre de ces CIFRE. Et donc il faut aussi créer tout le cadre contractuel, créer un formulaire d'appel de fonds, créer cette convention qui est en partie juridique. Voilà, il faut toucher un petit peu à tout. Donc ça, c'est le côté recherche. Et il y a autre chose dans le côté recherche, c'est monter des projets de recherche partenariaux, ou participer à des projets de recherche partenariaux avec d'autres institutions et des universitaires. Ça, c'est toujours aussi le fil rouge de mon parcours, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait des projets d'évaluation d'études ou de recherche, alors ça va être des recherches-actions, forcément, ça va pas être de la recherche fondamentale, recherche-action, mais toujours avoir un mixte entre éventuellement des consultants, des institutions comme l'ADEME, comme dans mon domaine le CRMA, comme d'autres institutions qui sont spécialisées sur le bâtiment, le CSTB aussi. Et puis je sais pas, l'Institut Négawatt, des gens qui gravitent autour des questions de transition écologique et environnementale, et puis donc des universitaires, d'autres institutions, et nous, et on essaye de construire des projets un peu collaboratifs pour faire avancer à la fois la recherche et à la fois l'action. Donc là, on est sur plusieurs projets de recherche là-dessus. Donc c'est le deuxième volet. Et puis, je vous parlais tout à l'heure des méthodes d'enquête, des méthodes des sciences sociales. Je fais aussi un peu de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les autres services
de acter pour participer à la construction de questionnaires, éventuellement programmer les questionnaires. On a acquis un logiciel d'enquête donc on doit être aussi des spécialistes de la construction d'enquête. Je pense quand on est sociologue dans n'importe quel endroit, c'est un savoir, une compétence qu'il faut maîtriser, savoir construire des enquêtes, pas seulement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue du sens et d'un point de vue de l'analyse derrière. Alors moi, je suis pas une spécialiste de la statistique, mais je sais je maîtrise quand même suffisamment les choses pour savoir comment poser des questions en fonction de quels résultats on cherche derrière et de quelles analyses on veut faire en analyse de données. Et les enquêtes, oui, les enquêtes très important. Et je me suis aperçue que c'était vraiment un art de faire des questionnaires, mais qu'est-ce qu'on en a passé des heures et qu'est-ce qu'on s'est écharpé sur les questionnaires. Et à chaque fois qu'on révise un questionnaire, on voit des choses qui vont pas. J'ai fait des formations justement grâce à notre logiciel, au logiciel Sphinx, qui est une entreprise. Le Sphinx, c'est une entreprise française qui forme aussi à la conception de questionnaires. Et je me suis aperçue que c'était aussi un vrai métier et qu'on faisait jamais un questionnaire parfait et qu'on faisait jamais un bon questionnaire tout seul. Il fallait toujours d'autres avis. Merci beaucoup. Je vais essayer de trouver une question qui va peut-être pouvoir conclure. Peut-être vous avez envie de dire des choses, peut-être qu'il y aurait des questions que je n'ai pas posées et que par contre vous auriez des réponses à donner qui vous tiennent à cœur. La sociologie et l'insertion il y a 15 ans, 20 ans, c'est sans doute pas du tout la même qu'aujourd'hui, mais ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus quanti maintenant que ça n'était à l'époque pour moi. Et je vois aussi que un peu la désinvolture avec laquelle j'ai abordé mes études supérieures, aujourd'hui, j'aborderai plus du tout les choses comme ça. Je serais hyper stressée que mes enfants l'abordent ils abordent comme moi j'étais en dilettante. Donc c'est voilà, c'est un fait pour les jeunes. Je pense qu'il faut s'y prendre un petit peu autrement. Et j'ai envie de dire aussi, oui, j'avais envie de dire un truc aussi sur le côté personnel des dispositions et de l'habitus de la sociologie, parce que également, je trouve ça donne aussi des compétences sociales et humaines, la sociologie. Parce que pour moi, je résumerais la sociologie à une science du collectif. Finalement, si je dois résumer, c'est un peu la science du collectif. Et j'ai l'impression que ça m'a donné, avec le recul, une certaine droiture sociale et une certaine socialisation éthique et personnelle qui a été très incorporée. Et donc, dans ma vie, j'érige un peu la sociabilité et la socialisation et l'intérêt général, en fait, c'est sans doute pas pour rien que je suis dans le service public et que j'ai cet étendard de l'action publique et du service public en venant de la sociologie. C'est-à-dire quand on réfléchit collectif, on essaye justement de pas être trop individualiste, de pas être trop égoïste, parce que c'est aussi notre objet d'étude, cette transformation de la société vers une plus grande atomisation du corps social, la fin des identités collectives, des luttes collectives, etc. Donc on voit tout ça se dérouler. Et quelque part, faire société, la question du lien social, la question aussi de l'utilité publique, de ce qu'on produit en tant qu'acteur public, de l'intérêt général, du bien commun, ce sont des choses qui me tiennent beaucoup à cœur. Et moi, je suis persuadée que c'est pas venu par hasard, et c'est venu de la sociologie. De la sociologie aussi, un certain engagement politique, parce que la sociologie, elle ouvre les yeux aussi sur justement sur la domination et sur les injustices sociales et les inégalités sociales. Donc c'est aussi des compétences personnelles qui peuvent être chevillées au corps et qui peuvent faire s'ouvrir dans un monde aussi dont l'échiquier balance de plus en plus vers la question des intérêts individuels, de la réussite individuelle, de la performance, de la concurrence, au contraire de l'entraide, de la coopération et de la collaboration, dont les sociologues montrent justement l'efficacité et l'importance dans nos sociétés. Donc ça peut nous mettre aussi
en tant que sociologue, un peu en porte-à-faux avec l'état de la société. Ça peut nous faire souffrir, ça peut aussi nous pousser à nous engager politiquement, nous engager dans l'écologie et dans le bien commun. Et pour moi, c'est tout aussi important que les compétences professionnelles que j'ai acquis de la sociologie. Et j'ai encore plaisir à lire de la sociologie, mais des petits articles, parce que j'ai pas trop le temps de lire des bouquins entiers. Mais j'ai toujours The Conversation, non-fiction, La vie des idées, Novétique aussi beaucoup, quelque part. Tous ces sites un peu généralistes de sciences humaines et sociales, ou des revues comme Alternative économique, ou des revues comme Sciences humaines, j'aime toujours autant ça aujourd'hui. Sur les routes de la sociologie revient bientôt pour un 8e épisode. Nous partirons à Nancy rencontrer Thibaut, un sociologue, ethnographe de la rue. Nous évoquerons avec lui ses travaux sur les centres commerciaux et le sans-abrisme. Il nous expliquera notamment les raisons qui poussent les sans-abri à refuser les hébergements d'urgence. Nous discuterons aussi d'un projet auquel il a contribué, la création d'un observatoire du sans-abrisme, et il nous expliquera l'origine de l'abandon de ce projet. À bientôt sur les routes de la sociologie.